maintenant à un deuxième thème, effectivement, qui est d'actualité, c'est le thème de l'Europe. Et cette fois-ci, on a décidé de demander l'avis à quelques étudiants du ParisTech sur l'Union européenne. Pour moi, c'est d'abord la monnaie unique. De libre-échange, on peut donc circuler juste avec notre carte d'identité. C'est à la fois une communauté politique, économique et une unité judiciaire. Une politique commune, des politiques d'ailleurs harmonisées par un parlement qui est commun à tous ces pays. Et une identité qui est en train de se mettre en place, qui est encore un peu fébrile. Un ensemble de pays où on peut circuler comme on veut. Plus des grands mots. Je crois que l'euroscepticisme, il peut être compréhensible dans une certaine mesure. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu tard maintenant. Revenir en arrière, déjà, c'est un échec. Cette alliance, elle n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde d'un certain point de vue. L'Europe, à ce moment-là, c'est un atout fort. Et ça a permis de favoriser le commerce. Il n'y a pas forcément besoin d'une gouvernance trop généralisée. Je me sens européen culturellement plus que politiquement. Je ne suis pas quelqu'un qui va courir au bureau de vote pour voter sur les traités européens par exemple. Je me sens plutôt plus française qu'européenne, parce que se sentir européen, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Je me sens français, mais aussi européen. Et je ne trouve pas que ce soit paradoxal finalement. Non, parce que pour moi, il n'y a pas d'identité européenne. Ouais, je me sens européen dans mon cursus, même aujourd'hui à l'heure actuelle. J'ai un contact privilégié avec certaines zones de l'Europe, certains pays frontaliers. Un patrimoine historique commun et d'une certaine façon, ça nous rapproche. Parce que aussi, c'est un rempart par rapport à la mondialisation face aux autres grandes puissances. Faire en sorte qu'on puisse concurrencer avec les États-Unis. La France, tout seul, par rapport aux États-Unis, à la Chine, elle fait quand même moins peur que l'Union européenne. Non, ça ne pose pas de problème. De prime abord, ça peut me déranger. Quand on accepte des pays dans l'Europe, c'est un peu comme le mariage, en fait, c'est pour le pire et pour le meilleur. Ça ne me dérange pas du moment que c'est intégré dans une politique disons, construite. Et après, il faut une contrepartie. Donc je pense que c'est bénéfique à long terme, mais que ça peut être effrayant à court terme, forcément. Si eux ils cassent, c'est tout le monde qui s'effondre, quoi. Quand un pays comme la Grèce a eu sa crise, ça a affecté toute l'Europe, donc ça a des conséquences sur tout le monde. Les démarches pour les aider et ramener, pour les remonter vers le haut, il faut continuer jusqu'au bout parce que sinon c'est juste pas fait notre travail qu'on a commencé. En tant que citoyen européen, j'aimerais bien qu'il y ait plus de transparence à ce sujet. Bonsoir Monsieur Védrine. On va déjà faire une petite mise en contexte pour le groupe. Alors avant les horreurs qu'elle a connues pendant les deux guerres, l'Europe était constituée de plusieurs nations distinctes, certes belligérantes, mais puissantes, d'une influence sans égale dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie. Portée par le plus jamais ça, l'Europe a ensuite connu un mouvement de fédéralisme profond. Dans un célèbre discours prononcé en 1946 à l'université de Zurich, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill déclarait « Il existe un remède qui, s'il était généralement et spontanément adopté par la grande majorité des peuples dans de nombreux pays, pourrait comme par miracle rendre l'Europe aussi libre et heureuse que la Suisse de nos jours. Nous devons construire une sorte d'États-Unis d'Europe. La première étape consiste à former un Conseil de l'Europe, et de ce travail urgent, la France et l'Allemagne doivent ensemble prendre la direction. Je vous dis donc debout l'Europe. » Ainsi, profitant de la protection américaine, Amérique qui voyait en la constitution d'un fédéralisme européen un paravent face à la montée du socialisme, l'espoir d'une Europe pacifiée, stable et puissante gagne à toutes les nations une à une. Suivant la proposition de Robert Schuman, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg fondèrent la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Paris en 1951. Ce traité fut le premier de toute une série amenant à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. La construction européenne s'est ainsi constituée sur une union économique ayant pour objectif un marché commun européen. Les pères fondateurs, ceux qui ont imaginé ces États-Unis d'Europe, étaient persuadés qu'une union politique suivrait tout naturellement. Force est de constater que, plus de 60 ans après le traité de Paris, ce n'est pas vraiment le cas. La construction européenne semble être aujourd'hui à l'arrêt,
coincé entre le romantisme post-guerre d'un fédéralisme européen total et l'affront de nombreux mouvements eurosceptiques émergeant dans tous les pays européens. La question est donc la suivante. À votre avis, M. Védrine, le futur de l'Europe passe-t-il encore par un fédéralisme plus poussé, que certains qualifieraient d'utopique et qui semble aller contre la volonté d'une partie des Européens? Non, ça n'a aucune chance de se produire. Aucune. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop vous contredire, mais je ne pense pas du tout que ça soit passé comme ce que vous avez raconté. Mais vous ne l'avez pas inventé, donc vous avez trouvé des sources qui le présentent comme ça. Bon, on ne va pas avoir le temps de reprendre tout le sujet, d'autant que Europe, c'est un mot valise, comme disaient les linguistes. Ça a énormément de sens. Donc quand on emploie le mot Europe, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle des institutions européennes? Et déjà, ce n'est pas la même chose de parler du Conseil, ou de la Commission, du Parlement, ou de la Cour de justice. Est-ce qu'on parle des gouvernements, de la zone euro, toute l'Europe? Est-ce qu'on parle des opinions publiques? C'est encore autre chose. Est-ce qu'on parle des peuples, tout ça? Bon. Donc il y a tout un travail, il faudrait déjà 1 heure pour décanter, puisque dans la plupart des textes habituels, on mélange tout ça. Donc pour moi, il y a une espèce de récit réinventé, mais c'est intéressant de l'entendre, parce que justement, il faut travailler dessus, qui est différent de ce qui s'est passé. Aucun peuple n'a jamais demandé ça, en fait. Aucun peuple. Après la guerre, il y a des réunions, c'est toujours Churchill, naturellement, mais pour Churchill, la Grande-Bretagne n'était pas du tout dans le truc. Hein. C'était il faut que les gars du continent se regroupent entre eux, ça sera plus commode. C'est ça, c'est les États-Unis et l'Europe. Pour moi, les vrais pères fondateurs, c'est Staline et Truman, hein, pour commencer. C'est Staline par la menace, et c'est les Américains par la réponse. C'est le moment plus intelligent de la politique étrangère des États-Unis, à mon avis. Les Américains, après la guerre, donc ils vainquent Hitler, c'est Staline et les Américains qui font la paix en Europe. C'est pas l'Europe qui a fait la paix. Quand l'Europe c'est la paix, c'est un slogan idiot. L'Europe c'était le champ de bataille. La paix était faite en Europe par le coup d'arrêt à Stalingrad par les Soviétiques et par le débarquement américain. C'est pas les Européens. Hitler était autant européen que les autres. Donc c'est pas les Européens qui ont fait la paix, c'est pas l'Europe qui a fait la paix. Quand la construction européenne commence après, l'Europe est tout à fait en paix. C'est pas une question de guerre ou de paix. Il n'y a rien que ça, ce slogan automatique qu'on emploie tout le temps. Donc après la guerre, les Américains s'en vont, et puis les Européens s'aperçoivent qu'il y a une menace soviétique, encore, des tonnes de chars. On s'aperçoit que Staline ne tient pas les promesses faites à Yalta. Il n'y a eu aucun partage du monde à Yalta. Au contraire, il y a eu des promesses de Staline faites à Roosevelt, qui a fait semblant de le croire, ou qu'il a cru, qu'il ferait des élections libres dans la partie d'Europe de l'Est libérée par l'armée rouge. Ce qu'il n'a évidemment pas fait. Il s'est mis à prendre le contrôle de l'Europe de l'Est partout. Churchill était plus méfiant par rapport à ça. Donc les Américains réagissent, et Truman, et puis l'équipe extraordinaire autour de lui, comme Acheson, comme Marshall, justement, plusieurs autres, disent c'est pas possible de laisser la situation comme ça. Ils reviennent, et les Européens leur demandent de revenir, de faire une alliance militaire dans laquelle il est garanti, dans un texte précis, que les Américains se porteront au secours automatiquement des Européens de l'Ouest s'ils sont attaqués. Les Américains hésitent énormément, ils ont une tradition protectionniste par rapport à l'Europe, pas par rapport à l'Amérique ou l'Asie, mais par rapport à l'Europe. Parce que George Washington, dans son héritage, avait dit « Ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens ». C'est pour ça qu'ils sont intervenus tellement tard, d'ailleurs, dans les conflits, de grands conflits. Ils hésitent, non. Et le Sénat, c'est très difficile. Et finalement, le traité d'Alliance Atlantique passe quand même. Première et dernière fois d'ailleurs, que dans l'histoire des États-Unis, ils s'engagent dans un traité qui les oblige à intervenir au cas où. Article 5. Ça. Comme c'est pas sûr, on crée une alliance, comme il faut qu'elle soit organisée, on crée l'OTAN, l'organisation du truc, et comme c'est pas suffisant, il y a le plan Marshall, précisément pour redresser l'économie d'Europe de l'Ouest, la reconstruire à toute vitesse face à la menace soviétique, pour que les peuples européens ne basculent pas dans le communisme, à une époque où les partis communistes en France, tout ça font 30% quand même, 30%, des choses comme ça. Et puis ils ont des comportements limite insurrectionnels, disons, dans les années juste après la guerre. Donc pour moi, c'est la vraie matrice, elle est là en fait. Et d'ailleurs, ceux qu'on présente comme des pères fondateurs qui viennent après, ce sont des atlantistes. Ils n'ont jamais été pour une Europe puissance.
ni Monnet ni Schuman, encore moins Monnet que Schuman. Monnet, c'est un atlantiste à 200%, donc il est pour une sorte de zone de libre-échange, il serait à fond pour le traité là, Europe-États-Unis. Il n'est pas du tout pour qu'il y ait une Europe-puissance, pas du tout, en fait. Et dans leur esprit, si l'Europe doit s'organiser, c'est dans le cadre du système atlantique. C'est une sorte de compartiment européen du système atlantique. Schuman, c'est plus compliqué. On a tort de mélanger les deux, il en dépose en réalité assez différentes. Donc pour moi, la matrice est là. Et dans ces années dont je vous parle, le traité de Rome, il est de 57. La fin de la guerre, c'est 45. Pendant ces 12 années, il n'y a aucun parti en Europe qui dit qu'il faut faire les États-Unis d'Europe. Il n'y a aucune manifestation pour dire on veut l'unité européenne. Il y aurait des référendums dans ces années-là, ça aurait été non tout le temps. Les gens ont des demandes tout à fait différentes, urgentes, qui sont liées à la pénurie d'après-guerre. Il y a encore des cartes de ravitaillement, il faut reconstruire, etc. Voilà. Donc ça concerne, l'histoire est vraie, mais elle concerne une petite élite, en réalité, de gens qui ont imaginé la suite, qui n'est pas sans mérite, parce que quand je vous dis que ce sont les Américains qui ont fait la paix en Europe, et les Soviétiques de l'autre côté, c'est une paix froide. Donc entre la France et l'Allemagne, il ne serait rien passé après. La première idée du général de Gaulle, c'est pas celle du traité de 63. Après la guerre de Gaulle, il pense qu'il faudrait émietter l'Allemagne complètement, comme à l'époque des traités de Westphalie, et qu'il essaie d'obtenir ça de Staline. Il y a un accord pour que l'Allemagne soit complètement découpée en morceaux. C'est longtemps après, il se passe 10 à 15 ans, qu'on a complètement zappé, en fait, parce que ça contredit trop le récit européiste inventé après. Bon, alors après, en 57, on fait un marché commun, mais c'est un marché commun. En fait, il n'y a pas dans les années 50 d'idée spéciale sur une puissance européenne. Marché commun, après De Gaulle arrive, et puis il empêche qu'il y ait des votes à la majorité contre la France, il réhabilite le veto. Et puis, il faut attendre vraiment très très longtemps pour que l'idée européiste sous sa forme moderne renaisse. C'est un petit peu avec Giscard et Schmitt, et surtout avec Mitterrand, Kohl et Delors, d'après. Comme Mitterrand, Kohl et Delors, Mitterrand et Kohl relance la construction européenne en 84. Et ça, c'est récent, mais à Fontainebleau. Et à partir de là, il y a toute une idée qui ressurgit, qui est qu'on retrouve les États-Unis d'Europe, notamment. Et il y a, disons, une avancée assez forte jusqu'à la ratification du traité de Maastricht. Mais la comparaison avec les États-Unis d'Europe, États-Unis est mauvaise, parce que comme George Washington le disait lui-même, quand les Américains ont créé les États-Unis, ils ont rassemblé des Américains, point. Ils n'ont pas eu à synthétiser des Finlandais, et des Grecs, et des Portugais, etc. Ils n'ont pas eu à réconcilier le vieux peuple du Connecticut et le vieux peuple du Rhode Island qui se combattaient depuis des siècles. C'est les mêmes gens, c'est des Américains. Ils sont dans des États différents, mais c'est comme dans un lotissement, c'est pas des États en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Donc ils rassemblent ces gens-là, ça forme les États-Unis. La comparaison est belle, elle a été utilisée par Victor Hugo, par Briand, par toutes sortes de gens, mais elle est à mon avis profondément inexacte. Et tant qu'on est dans une construction européenne pleine de mérite, hein, mais qui est menée par des élites démocratiques, ce sont des gouvernements démocratiques élus démocratiquement, il n'y a pas de pseudo-déficit démocratique, mais tant qu'on n'a pas besoin de faire ratifier ça par l'ensemble de la population, les mythes en question fonctionnent, ils sont plutôt positifs, disons. Et les peuples ont besoin de mythes, bien sûr, en histoire, tout ça. Mais quand on en arrive à Maastricht, Mitterrand pense que c'est un vrai pas en avance, c'est la monnaie unique. Il a obtenu de Kohl d'accord sur la monnaie unique, c'était pas évident du point de vue allemand. Et il pense que pour que ce soit impossible à remettre en cause, il faut un référendum. Si c'est un simple traité au Parlement, le Parlement suivant peut l'annuler, en fait. Donc il prend le risque du référendum. Il nous dit au début, alors que les sondages annoncent 70% de oui, au début il nous dit, ça va être ric-rac, mais ça passera. C'est passé comme ça, ric-rac. Mais on s'aperçoit à ce moment-là, et moi j'ai été coordonnateur de la campagne en tant que secrétaire général de l'Élysée, que tous les arguments européistes classiques un peu gnangnan ne marchent plus. L'Europe, c'est la paix, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, tout ça. Les gens disent oui, enfin on s'en fout, tout ça est établi. Quoi. On voit bien, on a des études qualitatives que chaque bilan apporte tous les soirs, c'est passionnant. Donc l'Europe c'est la paix, c'est comme si on dit aux gens, c'est de vous apporter l'électricité. Oui, voilà. Bon. L'Europe c'est la jeunesse, c'est les conneries de discours politiques, ça non. Et donc ça ne marche pas. Les lâchers de ballons sur les plages, tout ça, l'Europe, les t-shirts. Et donc, on est en 92, et c'est vieux. Et on s'aperçoit dans les études que
les gens considèrent que c'est des acquis, qu'ils ont le droit de voter non comme oui, et que comme toutes les élites insultent à l'avance les gens qui sont tentés par le non, en le traitant de réactionnaires, souverainistes, lepénistes, fascistes, je sais pas quoi, nationalisme, les gens sont absolument furax. Ça fait monter le non, ça. C'est ce type de comportement de tous les médias. En disant, mais si un référendum, c'est qu'on a le droit en tant que citoyen de dire oui ou non, quand même. Sinon, c'est pas la peine de faire un référendum. Voilà. Et troisième chose, on voit à l'époque que les gens ont déjà la peur de la mondialisation. La France est le pays le plus inquiet au monde maintenant. Vous savez, les Français ont plus peur pour l'avenir de la France que les Afghans pour l'avenir de l'Afghanistan. Donc il y a une sorte de bug, enfin c'est encore un autre sujet ça. En tout cas, on s'aperçoit à l'époque que les arguments pro-européens classiques ne marchent pas en fait. Et donc Mitterrand finit par dire dans le débat resté fameux avec Philippe Séguin, une Europe forte nous protégera mieux. Il est obligé d'employer le mot protection. Parce que déjà, il y a une sorte de trouille de ce que j'appelle dans le dernier bouquin la mêlée mondiale, la mêlée générale, tout ça. On est content, en 92. Sauf qu'après, les gens vont dire ah, mais elle n'est pas si forte que ça, et puis elle ne nous a pas protégés, au contraire, les directives nous embêtent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à un choix très, très fondamental, très simple. Si l'Europe veut dire l'union fait la force, dans un monde où il y a la Chine, l'Inde, les 50 émergents, etc. Dans un monde où les Occidentaux ne maîtrisent plus le schmilblick. Ils ne contrôlent plus tout le système. Dans ce monde-là, c'est évident que si on a des positions communes entre Européens, on va être sacrément plus fort partout. Dans toutes les négociations, sur le plan économique, stratégique, etc. En revanche, si l'Europe veut dire que nous les Français et puis les autres, on n'en peut plus, on est trop fatigués, on a une histoire chargée, c'est affreux, on a fait la colonisation comme si on était tout seul, tout le monde l'a fait, enfin 1000 choses, vous savez, dans la série Repentance, là. Bon, on n'y arrive plus, on va s'en remettre à l'Europe. C'est l'Europe qui va continuer à notre place. Et puis la Commission qui va devenir le gouvernement, et puis tout ça. Si c'est ça, c'est perdu d'avance. Et ça fait 20 ans que c'est perdu à chaque fois. Donc tous ceux qui s'expriment sur ce ton-là, qui défendent une Europe qui va se substituer à nous à bout de force, ils sont vaincus à chaque fois. Ils sont vaincus par l'abstention. Le premier parti d'Europe, c'est les abstentionnistes. Vous allez encore le voir aux prochaines européennes. Le second parti, ce sont les sceptiques. Les hostiles, encore une fois. Les sceptiques. Ceux qui ne sont pas contre, qui trouvent que c'est pas mal au fond ce qui a été fait en tant que construction européenne. C'est intéressant. Mais ça ne marche pas bien, ils n'y croient plus beaucoup, on ne sait pas où ça va, tout ça. Si bien sûr les Européens ne sont pas d'accord entre eux sur la suite. Et les vrais hostiles, c'est autre chose, ça. Vous avez des vrais hostiles de l'extrême droite, à l'extrême gauche, dans certains partis, ils sont vraiment hostiles, ils veulent sortir de l'Europe, de l'euro, ils veulent déconstruire. Ça, c'est les vrais hostiles. Et les vrais hostiles, ils sont beaucoup, enfin, ils ne sont pas plus de 20% quand même, dans le pire des cas, souvent 10-15% dans beaucoup de pays. Alors que les sceptiques, ils sont 80%. Et les sceptiques, vous pouvez les reconquérir. Enfin, ceux qui veulent. On peut les reconquérir en leur disant ça marchait mal, mais ça va marcher mieux. L'Europe va plus s'occuper de renforcer les atouts de l'Europe face à la Chine et compagnie que d'aller embêter tout le monde avec des directives complètement abusives qui entrent dans un État stupide, qui, même aux États-Unis, c'est pas des vrais États. Jamais Washington va réglementer avec des directives aussi détaillées ce qui se passe dans le Montana, le Wyoming ou la Floride. C'est absurde cette espèce de manie réglementaire de la Commission. Même Giscard, qui est un très grand Européen, un jour il m'a dit, vous savez, mais ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup trop de commissaires. S'il y a un commissaire par pays, ce qui est stupide, il en faudrait 10 à tout casser. Donc il faut qu'ils s'occupent, ces gens. Il faut qu'ils fassent des choses, des directives. Ils ont des services qui veulent fonctionner. C'est un peu le même syndrome que tout ministre qui sont obligés de faire une loi, bon, même quand elle est complètement inutile. Donc il y a une sorte de surproduction de normes du côté européen qui exaspère les gens pour rien, qui transforme des braves gens plutôt royalistes, euro-compatibles, en euro-allergiques, puis en eurosceptiques, puis en euro-hostiles. Donc moi je pense qu'il faut revenir très clairement au fait qu'il ne s'agit pas de substituer à la France, l'Allemagne, la Slovéquie, je ne sais quoi, une sorte d'entité au-dessus qui flotte, et qui ne sera jamais complètement démocratique, que les peuples n'intégreront jamais. Même la Cour de Karlsruhe dit ça aujourd'hui. La Cour de Karlsruhe, en Allemagne. Elle dit le Parlement européen ne doit pas avoir le dernier mot. Il n'est pas assez démocratique. Qu'est-ce qui est démocratique? C'est le Bundestag. Donc éventuellement, il faut faire le lien entre les différents assemblées. Même Giscard et Schmitt,
deux grands Européens, il y a 4 mois à Paris, à l'ambassade d'Allemagne, ils disent quand on a inventé l'élection du Parlement au suffrage universel, on a cru qu'on allait créer un peuple européen. On a échoué. Ça n'existe pas. Donc on leur dit, mais comment on fait le contrôle démocratique de la zone euro? Il faut le faire. Les parlements nationaux. Il faut faire une entité qui regroupe des représentants du Parlement européen, bien sûr, et des parlements nationaux. Joschka Fischer, mon copain, mon homologue allemand, qui était ministre en même temps que moi, et qui avait fait le grand discours pour sauver sa tête, sa position de leader des Verts allemands, il a fait le grand discours sur la Constitution européenne. Maintenant, il parle comme la cour de Karlsruhe, en fait. Il dit qu'il faut revenir aux réalités. L'Europe, c'est ce que Delors disait très bien il y a très longtemps, c'est une fédération d'États-nations. Mais aucune nation d'Europe va disparaître. Donc il y aura toujours l'Allemagne dans 50 ans, et la France. Donc ça ne va pas se fondre dans je ne sais quoi. Sauf pour 0,01% de la population. Peut-être vous, je ne sais pas, en tout cas dans les écoles de commerce c'est typique, c'est des gens qui sont un peu hors sol, quoi, qui peuvent circuler, qui se sentent aussi bien chez eux à Singapour, ou à Shanghai, ou à Rio de Janeiro de Saint-Maur. Mais ce n'est pas les populations, ça. Donc moi j'en suis venu, j'aurais pas dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'évolue, hein, je regarde, je réfléchis, j'en suis venu à l'idée que si on veut relancer le projet européen, c'est en faisant le contraire de ce qu'il y avait dans votre question, mais c'était une question, vous voyez, j'en ai profité, qu'il n'y a aucune façon politique, démocratique, d'imposer un schéma fédéraliste vrai, dans lequel il n'y a plus de veto. Si on vote à la majorité dans l'Europe à 28, il n'y a plus de politique étrangère à la française, il n'y a plus de service public à la française, donc globalement il n'y a plus de politique sociale à la française, même réformée, il n'y a plus d'exception culturelle, il n'y a plus un seul, sans parler des OGM et compagnie, toutes les choses sur lesquelles l'opinion moderne s'excite, toutes les singularités françaises sautent. Elles ne tiennent dans la plupart des cas que parce que nous avons un veto et qu'on ne peut pas nous passer dessus à la majorité. Donc il y a des gens qui acceptent ça, mais il faut que ce soit des gens très sincèrement européens, vraiment à 100%, sincèrement fédéralistes, qui disent peut-être d'accord, mais on peut admettre que les positions françaises classiques soient abandonnées si c'est le prix à payer pour créer une Europe forte. Sauf que l'Europe actuelle, telle que je la connais et pratique depuis longtemps, elle ne sera pas forte parce qu'elle ne croit pas à la puissance. L'Europe moderne, depuis l'après-guerre, justement, elle a récusé cette idée de puissance. Elle croit à la communauté internationale, elle croit qu'on va régler les choses aux Nations Unies, elle croit à la société civile, elle croit que les gentils ONG vont corriger les méchants gouvernements, que la Cour pénale va punir les méchants, et cette espèce de vision un peu bisounours du monde qu'est l'Europe, et c'est ça qui dominera. Évidemment pas une Europe puissance à la française. Certainement pas. Mais moi je respecte quelqu'un qui me dit je suis européen, j'assume ça. Ok. Je suis prêt à abandonner les positions françaises. Il faut le faire dans la clarté à ce moment-là. Pour créer peut-être quelque chose. Mais bon, voilà. Donc moi je pense que comme je ne crois pas trop à ça, ça ne me révolte pas que j'en pense ça, mais je n'y crois pas. Je crois qu'il faut faire une pause sur les réformes institutionnelles. Dire aux gens, on ne bouge plus pendant 10 ans. Après tout, c'était quoi le traité quand il y avait Kohl et Mitterrand? Quelqu'un s'en rappelle? Certainement personne. Et Giscard d'Estaing, personne ne s'en rappelle. Ce n'est pas le traité qui est déterminant, c'est la volonté politique. Donc moi je pense qu'il faut faire une pause institutionnelle. Il faut faire une pause dans l'élargissement. Il faut agresser les opinions européennes sur l'aspect Europuissance, ça j'y tiens. En disant que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera impuissante, indépendante des autres. Il y a un travail à faire, et il faut que l'Europe apporte de la valeur ajoutée dans les domaines où elle ne va pas embêter, réglementer, contrôler n'importe quel citoyen européen. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui est dit en général par les militants européens sympathiques, mais ça aboutit à quelque chose qui devrait leur plaire quand même. Sauf que j'emprunte un cheminement qui est tout à fait autre. Voilà. Donc l'Europe ne se substituera pas à nous. Et nous ne serons jamais déchargés de notre responsabilité, à nous en France, mais c'est la même chose en Espagne ou en Hongrie. Hein. On ne sera pas déchargé de notre responsabilité au profit d'une espèce d'entité qui restera, je crois, mythique. En revanche, je crois beaucoup à
a la capacité de faire fonctionner tout le système européen beaucoup mieux, dans les lignes que j'ai indiquées. Et si on garde 27 États, maintenant 28, avec tous leurs droits et leurs droits de veto, comment on fait pour se mettre d'accord? Pendant la crise, on a vu un certain nombre de sommets où il y avait 1 ou 2 États qui pouvaient bloquer l'ensemble du processus et réduire un accord à quelque chose qui n'est pas très significatif. Historiquement, il y avait la force. Donc la réponse à ça, c'est on fait un empire. Un franco-allemand qui domine? Non, j'ai Napoléon. Si vous voulez pas que des pays vous embêtent dans vos projets, vous êtes Napoléon, bon, mais aucun des empires européens n'a tenu en fait. Hein? Alors, ou alors il fallait décider au moment de l'origine qu'il y aurait une sorte de conseil de sécurité avec des pays fondateurs. On ne l'a pas fait. On ne va pas le faire maintenant. Maintenant, comment vous faites démocratiquement pour convaincre un pays démocratiquement de voter pour renoncer à son droit de veto après? Vous ne pouvez pas. On peut passer au vote à la majorité que si on l'a décidé à l'unanimité. Donc on est obligé de faire avec, on est obligé de faire avec la Fédération des États-nations. En même temps, les Européens ne sont pas idiots. Ils sont capables de résister à des directives stupides comme il y en a tout le temps. Mais en même temps, ils voient bien que si l'Europe pèse plus lourd par rapport à la Chine dans les négociations internationales, c'est mieux. C'est mieux. Mais le message qu'ils reçoivent, il est embrouillé parce qu'il y a des éléments d'équilibre des forces qui sont tout à fait judicieux, puis il y a des éléments de harcèlement qui sont uniquement urticants. De toute façon, il faut faire avec. Il n'y a pas de solution à ça. On ne peut pas exclure les pays qui votent mal. Et même la France et l'Allemagne, avec les votes au Conseil européen, France et Allemagne, 2 pays moyens, on a la majorité, disons. Mais ça dépend des votes, on n'a pas forcément la majorité absolue. Et puis il y a un pays qui dit non tout le temps, on ne va pas l'expulser. Ou alors on est plus démocratique. Bon, il faut faire avec. Et moi je pense que mon approche, qui peut heurter comme ça dans un premier temps, c'est plus roboratif, disons. C'est plus roboratif et je reviens à mon obsession. On peut récupérer une partie des eurosceptiques en parlant comme ça. Mais pas si on leur parle européiste. On n'a aucune chance de les récupérer. Justement, à propos d'eurosceptiques, on aimerait faire un petit point sur le rôle du Royaume-Uni en Europe. À votre avis, au vu du possible référendum qui pourrait arriver, quelles seraient les conséquences d'une sortie du Royaume-Uni et quelles seraient les modifications des rapports de force? Vous vous rappelez que De Gaulle était contre l'entrée de la Grande-Bretagne, que finalement Pompidou avait accepté, il y avait un référendum, ils sont entrés. À l'époque, il y avait le Premier ministre britannique le plus pro-européen qu'il y a eu, qui est Edward Heath. Et la Bretagne a toujours été un peu entre les deux. Elle ne veut pas qu'il s'organise en Europe un truc trop fort sans elle, elle veut y être sans y être. Donc elle est dans l'Europe, elle n'est pas dans l'euro. Cameron a essayé de se sortir d'un piège qui est la montée chez lui de vrai euro hostile. Ce n'est pas des eurosceptiques. L'Europe sceptique, c'est vraiment tout le monde en Grande-Bretagne. Mais il y a des vrais euro-hostiles qui montent énormément et qui menacent le Parti conservateur. Donc il essaie de s'en sortir avec une promesse de référendum pour après les élections, qu'il espère gagner. Bon, c'est très ouvert, ils peuvent dire non en fait. Ils peuvent dire non, trouvant qu'au fond ça va beaucoup mieux chez eux, que l'euro ça ne marche pas. Enfin, vous connaissez les arguments. Non, alors après il y a 2 attitudes dans le reste de l'Europe, et notamment en France. Il y a ceux qui disent bon débarras, au fond, c'est super, on va pouvoir faire des tas de choses qu'on n'a pas fait avant. Et ceux qui disent non, ça nous déstabilise, ça nous appauvrit. Moi, je suis plutôt du deuxième côté parce que je pense qu'en matière de... Si on veut progresser un peu en politique étrangère, en matière de défense, c'est impensable sur la Grande-Bretagne. Le reste ne compte pas. Soit ils n'ont aucun moyen, soit ils ont des moyens, mais ils sont inhibés pour d'autres raisons, comme les Allemands. Et d'autre part, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de points où l'équilibre brut apporte quelque chose par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt les aider à rester, et je ne sais pas si c'est possible. Et d'autre part, je ne crois pas à l'argument que, enfin, sans la Grande-Bretagne, on va faire un bond énorme dans le fédéralisme, parce que de toute façon, ça ne passera jamais, et aucun bond dans le fédéralisme sera ratifiable par un référendum et au Parlement. Donc de toute façon, ce n'est pas la présence de la Grande-Bretagne qui nous a empêchés de fabriquer les États-Unis imaginaires, les États-Unis d'Europe imaginaires. Donc je ne crois pas à cet argument. Donc je voudrais plutôt les faire rester. Alors Cameron a demandé une chose qui n'est pas à mon avis complètement absurde, qui est de savoir si on ne pourrait pas rapatrier certaines compétences de la Commission pour montrer aux Britanniques que ce n'est pas irréversible et qu'on peut redistribuer dans la subsidiarité.
Là-dedans, ça choque les puristes qui pensent que la construction européenne est téléologique, qu'elle ne peut pas se corriger, qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Mais je me rappelle très bien le chancelier Schröder me disant, après, quand il était plus au pouvoir, il m'a dit, vous savez, s'il y avait eu un référendum en Allemagne au moment de 2005, c'est-à-dire quand il y a eu le non français et néerlandais, le non l'aurait emporté, sans aucun doute, en Allemagne. Vous voyez pourquoi? Parce que les Länder ne supportent plus le grignotage par la Commission, qui passe son temps à piquer leurs compétences, tenues par la Cour de justice. Donc, on pourrait accepter tactiquement que certaines compétences abusives de la Commission qui va trop loin soient restituées aux États, qui les gardent au niveau national ou régional, etc., pour montrer à justement une partie, disons, aux eurosceptiques de bonne volonté, que ça peut se corriger, après tout, l'Europe, bon, ça serait pas mal. Alors la difficulté de ça, c'est qu'il y a tous ceux qui disent non, jamais aucune concession aux Britanniques, et d'autre part, Cameron n'a pas fait de demande précise. Parce qu'en fait, c'est très compliqué quand on regarde de près. Il n'a pas fait de demande précise parce que l'élite veut dire mais non, mais ça c'est impossible, mais bon. Mais la posture politique par rapport à l'Europe, de l'idée qu'on corrige, puisque c'est ça que votent les gens, on corrige et on améliore, moi ça ne me choque pas. Mais vraiment, je n'engage que moi. C'est une position, je pense, tout à fait minoritaire à Paris, hein, ce que je viens de vous dire. On a parlé de puissance de l'Europe, il y a justement une question qui s'y ramène. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine n'est pas justement un test de puissance pour l'Europe? Ça serait un... Alors, il faut vraiment que je m'interrompe en 2 minutes pour régler une question logistique. Mais je reviens, je n'ai pas fini, si vous voulez, encore un quart d'heure. Non, moi je pense sur l'Ukraine que c'est un pays réellement divisé. Il n'y a pas simplement les méchants Poutine et les méchants amis de Poutine en Ukraine. C'est un pays dont un tiers est vraiment russe historiquement. En plus, c'est russe historiquement, c'est la première Russie rousse, c'est Kiev. Bon. Et puis, c'est à l'époque de Khrouchtchev, que Khrouchtchev étant ukrainien, il a un peu modifié de quelques frontières internes, comme ça, à l'URSS. Bon. Et puis, la puissance économique est à l'Est. Si ça continue comme ça, c'est un pays qui peut éclater. Donc, à mon avis, ce qui serait raisonnable, c'est pas qu'on montre notre puissance, qui est d'ailleurs relative, ce serait qu'il y ait un accord, dans l'idéal, Poutine, Obama, Hollande, Merkel et les Polonais, en disant on gèle la situation. L'Ukraine a le droit de coopérer, d'échanger sur le plan économique avec tout le monde. L'Ukraine n'entre pas dans un système organisé pendant 10 ans. Et dans 10 ans, on fera le point, on verra. Quelque chose qui arrête l'engrenage, qui ne fait pas basculer l'Ukraine dans le camp européen, entre guillemets, mais qui ne fait pas basculer l'Ukraine dans le camp russe non plus, et qui évite l'éclatement de l'Ukraine. L'éclatement, voire pire. Donc c'est une position comme comment gérer la question finlandaise autrefois, vous voyez, des choses comme ça. Et ça, c'est typiquement réaliste. C'est une position ultra réaliste par rapport à la... Mais moi, je ne partage pas le militantisme, par exemple, des Polonais, qui considèrent que l'Ukraine, c'est un peu l'ancienne Pologne. Donc ils veulent absolument faire rentrer l'Ukraine, peut-être un jour, pourquoi pas. Sauf qu'il y a un gros tiers des Ukrainiens, encore une fois, qui sont absolument contre, en fait. Donc je pense que ça serait raisonnable par rapport aux Ukrainiens de faire comme ça. Voilà, vous me donnez 2 minutes.